Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de choses sur le menu et ce sont de grosses questions. L'être, les temps, l'un, le divers, les universels ou les universaux. Donc je ne sais pas si j'arriverai à tout couvrir, mais je vais essayer. Alors, pour ce qui est de l'être, qui est la question philosophique par excellence, il faut vous rendre compte que vous l'utilisez tous les jours. Pourquoi? Parce qu'il est là à chaque fois que vous dites ceci et cela. Donc, pratiquement dans toutes les langues du monde, ce mot qui relie un prédicat à un attribut, ces chaises sont rouges, vous l'utilisez au moins 100 fois par jour, n'est-ce pas? Et dès le début de la philosophie, les philosophes se sont penchés sur la question et ils ont dit, mais qu'est-ce que c'est que cet être qui est partout dans notre langage et qui a une fonction d'outil fondamentale pour relier une chose à une autre, pour relier une chose, une substance à des qualités, n'est-ce pas? Au niveau le plus élémentaire. Nous ne posons pas la question quand nous le pratiquons, évidemment, mais les philosophes sont là pour dire, au fond, mais c'est peut-être un problème. Alors, je vais débuter avec Heidegger. Et Heidegger dit ceci, c'est au fondement de sa philosophie. Il dit, le problème de l'être, c'est le problème de l'Occident. Okay. C'est le problème fondamental auquel s'adresse la philosophie. Alors, il dit Occident, je dis Europe, parce que ce n'est pas la même chose. Et je cite, au temps des Grecs, l'être de l'étant est devenu la chose digne d'être pensée. Ce fait est le début de l'Occident. Il est la source cachée de son destin. Alors, ce que va faire Heidegger, c'est à la fois très différent et proche de ce qu'a fait Glissant, c'est qu'il va retourner à ses sources premières avant Socrate, n'est-ce pas? Que Glissant aime aussi, les présocratiques, Parménide, qui a pour Heidegger un statut presque sacré, et évidemment Héraclite. Donc, il utilise ici déjà deux termes, l'être et l'étant. Donc, pour simplifier, l'être sera le concept, la notion abstraite, et l'étant, c'est ce que vous avez devant les yeux, okay? Les choses du monde. Par exemple, on peut appliquer ça encore à des objets tout à fait communs. Vous prenez la table, je ne sais pas pourquoi, c'est l'exemple favori des philosophes, depuis Aristote, la table. Bon, vous avez la table telle qu'elle est devant moi ou devant vous, ça c'est l'étant de la table. Mais derrière la table, évidemment, il y a le dessin abstrait de la table, n'est-ce pas? Et ça c'est l'être ou le modèle de la table. D'accord? Exemple très simple pour vous faire comprendre la différence. Alors, chez Heidegger, c'est Wesen, l'être, et puis Dasein, l'être là, n'est-ce pas, l'être qui est devant nous, qui sont liés, dit-il, par un pli. Alors, là encore une fois, c'est quelque chose qu'il faut expliquer. Ce pli, c'est simplement si vous mettez sur
un versant d'une feuille lettre, et sur l'autre les temps, puis vous pliez, n'est-ce pas? Et vous avez en relation l'idée de la table et la table elle-même. Okay? Alors, ce que vous voyez chez Heidegger, c'est que il dit l'Occident, à l'exclusion de toute autre chose. Mais il y a encore, ça va plus loin chez lui. Pour Heidegger, il n'y a que deux langues de la philosophie. Il y a le grec et il y a l'allemand. Et il dit ceci: quand les Français font de la philosophie, ils pensent en allemand, ce qui n'est pas faux d'ailleurs. Ils pensent en allemand. Donc, au fond, ce que fait Heidegger, c'est réserver le problème de l'être à l'Europe depuis les Grecs. D'accord ? Le reste du monde est exclu. Alors ça, évidemment, c'est une position qui n'entre pas du tout dans le jeu des notions d'Édouard Glissant, dont il montre qu'il faut la dépasser. Mais on pourrait dire que Heidegger, il a une espèce de nationalisme philosophique. Il est chauvin, puisqu'il n'y a que les Grecs et les Allemands et lui qui pensent. Un nationalisme, si vous voulez, un nationalisme ontologique. La logique de ontos, j'en parlerai après, l'ontologie, le discours sur l'être. Alors, il y a aussi une notion chez Heidegger qu'il appelle Grund, et qui va bien avec son nationalisme ontologique. Comment est-ce qu'on peut traduire ça? Terroir, territoire, lieu précis, à savoir la Grèce est pour lui la forêt noire, n'est-ce pas, en Allemagne. Ça c'est le Grund, le territoire. Donc vous voyez déjà se profiler la question de Glissant. Il questionne les frontières. Il questionne les racines de l'être en même temps que les racines nationales. Ça va ensemble, si vous lisez attentivement Heidegger. C'est imparable. Ça n'est pas une critique, c'est juste une constatation. Mais il y a encore de plus grands problèmes. Parce que on pourrait parler des racines de l'être, au sens figuré, mais au sens propre, comme je viens de vous le dire. Vous parlez français, vous parlez créole, vous parlez allemand, anglais, c'est égal. Quand vous déclinez le verbe être, vous apercevez vraiment à première vue, si vous y réfléchissez, que les racines étymologiques du mot être, elles sont disparates. Entre quel rapport il y a étymologiquement, même si vous regardez la forme tranquillement, ça vous saute aux yeux. Entre je suis, ça c'est une racine, sous, tu es, ça c'est une autre racine, ça ne peut pas être la même, il est, etc. Nous sommes, vous êtes, ils sont, d'accord? Donc vous avez déjà là deux racines différentes. Donc l'être, c'est pas stable. Il y a au moins une digenèse en français. Cette digenèse étymologique de l'être, vous la retrouvez dans toutes les langues. Je suis sûr, je ne sais pas le créole, mais je suis sûr que le créole, pour dire être, fait appel, lui aussi, consciemment ou pas, à des racines différentes. Et donc, Jean Val, le professeur de Glissant, le professeur de Glissant à la Sorbonne, qui était un spécialiste de la philosophie allemande, de Hegel, mais aussi de Heidegger,
a fait des objections à Heidegger. Parce que, et aussi, il y a un différent entre Heidegger et Jean Wahl à cause de la politique. Vous pouvez déjà voir que si vous pensez dans la notion de Grund, vous pensez à nous et les autres, n'est-ce pas? Et vous voyez les effets catastrophiques que ce genre de pensée a eu au XXe siècle, n'est-ce pas? Deux guerres mondiales, le goulag, l'Holocauste, c'est tout cela est lié à ce que Glissant appelle l'identité racine et ce que Heidegger appelle l'être. Donc critiquer la notion d'être en tant qu'enraciné, c'est aussi critiquer la notion de nation, de territoire, de frontières, etc. Voilà. Donc c'est tout à fait profond chez Glissant et c'est tout à fait cohérent. Alors il y a eu un colloque en 1950, je pense, à Royaumont en France autour d'Heidegger, parce que vous savez qu'Heidegger avait été recteur de Heidelberg en 1935, il avait pris sa carte du parti nazi, qu'il a chassé tous les juifs de l'université, n'est-ce pas, ou qui, même si ce n'est pas lui qui a pris la décision, il l'a entériné, il n'a rien fait. Qu'après la guerre, évidemment, il est compromis, que son amante juive, Hannah Arendt, essaye de le réhabiliter, parce que malgré tout ça, c'est un très grand philosophe. Ces gens sont embêtants, n'est-ce pas? C'est comme Céline, c'est un antisémite complètement délirant, mais en même temps, donc un salaud collaborateur, mais en même temps un énorme écrivain. Qu'est-ce que vous faites avec ça? C'est comme Wagner, antisémite féroce, mais aussi Wagner, vous voyez. Et c'est comme Heidegger, compromis dans l'appareil du parti nazi, dans l'appareil intellectuel, et en même temps un penseur de dimension extraordinaire. Donc, notez ceci, ni Céline ni Wagner ne se sont jamais justifiés ni excusés. Mais il fallait faire après la guerre un travail de réhabilitation. Et les Français, il y avait un disciple qui s'appelait Jean Beaufray, un esprit de qualité, ont fait un colloque autour de Heidegger avec Hannah Arendt, et Jean Wahl y était, et il a refusé de serrer la main au philosophe allemand, pour des raisons tout à fait justifiables à cause de sa conduite pendant la guerre. Mais ça va plus loin chez Jean Wahl, ce refus de Heidegger. Il a écrit un livre, et vous verrez pourquoi ça pourrait très très bien plus tard avoir inspiré Glissant, qui s'appelle « Vers la fin de l'ontologie ». C'est-à-dire, ça peut être pris de diverses manières, c'est-à-dire vers la fin du problème heideggerien, vers la fin du problème heideggerien défini comme occidental chez lui, ou européen, vers la fin, et ça c'est une chose tout à fait saine, de cette notion de Grund, être racine, n'est-ce pas, enraciné chez les Grecs et les Allemands. Et il prend un article d'Heidegger qui est bien conscient du problème. Ça n'est pas un imbécile, évidemment. Et il dit ceci. Mais il y a beaucoup de racines de l'être étymologiquement, n'est-ce pas? Alors, quand vous dites l'être, qu'est-ce que vous choisissez? Je vais vous les mettre au tableau. On remonte très loin dans le temps. C'est tout à fait fascinant. Et on part du sanskrit. Donc, c'est Heidegger lui-même qui a décelé le problème, n'est-ce pas? Ceci dit, il n'a pas fait le choix. Donc, il y a sanskrit, grec,
latin, puis là, bon, il y a les langues européennes, français, pour simplifier, parce que sinon ça deviendra énorme. Alors il y a la première racine, sanskrit, sum, qui donne un dérivé essum, qui en latin donne esse. Et ce latin esse, ça c'est Nietzsche qui l'a remarqué, attention, il dit c'est une métaphore. Esse, ça veut dire respirer, ça veut dire je suis vivant, d'accord? Et en français, vous avez des formes comme suis, je suis, nous sommes, ils sont. Donc, première racine, qu'est-ce qu'elle nous dit? L'être, c'est ce qui est vivant. C'est ce qui respire. C'est ce qui croit. Et puis, ce S donne encore un autre dérivé, esti. Donc, vous voyez, c'est déjà un stade. Glissant a avancé cette notion de digenèse, où il montre que toute origine est au moins le résultat de deux composantes. Et il a parfaitement raison. Mais on pourrait même prendre appui sur la biologie. Un être humain, c'est la conjonction de deux codes génétiques. Mais dans le domaine culturel, toutes les cultures sont nées d'un composite, d'une mixion avec d'autres éléments ailleurs. Et là, le verbe être est un exemple parfait de cette digenèse, je dirais même plurigenèse, multigenèse, n'est-ce pas? Donc, ici apparaît un problème, c'est que l'unité, le un de l'être, c'est difficile à placer. Il vous faut faire un choix, forcément vous aurez écarté les autres possibilités. En grec, ça sera esti. En latin, ça sera est. Et puis, bon, en français, pas de problème. Alors, ça c'est stable dans toutes les langues. Il est. Deuxième racine sanskrit, bu. Ce qui brille, ce qui se manifeste, ce que je vois devant moi, la table, le soleil. En grec, phueng, d'où est dérivé le mot physique, c'est-à-dire la nature, physis. En latin, au passé, fouillis, et en français, je fus, passé simple, il fut, etc. Et en espagnol, ça va aussi dire je suis allé. Oui, alors, bien sûr, ceux qui savent, pour les langues romanes, vous pourrez simplement transposer dans l'autre langue, portugais, etc., puisque ça tout dérive du latin, vous pouvez faire la transposition. Ça serait intéressant que quelqu'un dans la salle vienne au tableau et me mette ici les formes créoles. Voilà. Correspondance. Je mets un point d'interrogation. Parce que forcément, dans le créole, à moins qu'il y ait un tel génie de la langue qu'il se soit dit, ou que les gens se soient dit, bon, on va simplifier, l'être c'est une chose, n'est-ce pas? Ça se pourrait. Je suis sûr que cette instabilité, cette multigenèse, elle va se retrouver. Pardon, est-ce que vous pourriez fermer la porte? Parce que il me semble qu'il y a des travaux très importants. Alors, créole? Très bien, merci.
Ok, alors, vous voyez ça, le C, c'est ça. Hein? Ouais, c'est ça qu'il faut traduire. Dites-moi, je suis. Je suis. En créole. Moins C. Moins C. Moins C. Bon, c'est ça. Hein? Alors, faites juste la traduction, tout simplement. Ok, nous sommes. Oui, même racine. Ils sont. Là. Ah, je fus au passé. Fort intéressant. Fort intéressant. Bon, là, je viens de vous donner le sujet d'une thèse passionnante. Hein. C'est-à-dire que vous dites, OK, qu'est-ce que c'est l'être en créole? Ce que je constate sans savoir, évidemment, sans être aucunement savant, c'est que le créole régularise, n'est-ce pas? Et amène à une racine unique qui est évidemment dépendante du soum sanskrit. Hein? Ici j'ajoute l'allemand, ich bin, du bist, etc. Vous avez des questions? Oui. Je voulais savoir juste une question. Quand on dit enfant en créole, bon, je ne suis pas sûr, bon, je ne connais pas trop l'allemand. Je ne connais pas trop l'allemand, mais quand on dit enfant, ich, est-ce que ça n'est pas de racine allemande, ich, ich moins, ich? Alors, ça, je ne peux pas vous répondre. Peux vous répondre sur bin, qui vient du but sanskrit, n'est-ce pas? Pour les personnes, j'ai pas eu le temps d'étudier. Puis en allemand, enfin, il y a un quatrième verbe. Wesen, celui qu'utilise Heidegger, qui dérive d'un sanskrit vasamine, que nous n'avons pas en français, qui veut dire arbitrer. Hein? Alors, en quelque sorte, dans son article sur l'être, Heidegger, je crois que ça s'appelle « Que veut dire penser ?» mais en fait, la référence est partout. Heidegger donne aux opposants de l'ontologie et de la métaphysique les armes pour l'attaquer. Parce que Jean Val dit, mais je vous lis sa remarque. Heidegger veut revenir à la pensée grecque, particulièrement à la pensée antésocratique. Mais on a fait observer très justement, en fait c'est Heidegger lui-même qui l'a fait, que la question même qu'il pose, pourquoi y a-t-il de l'être plutôt que le néant, et même ce qu'il appelle la pré-question, qu'est-ce que l'être, peuvent à peine être formulées en grec. D'abord parce que le grec parlera en tout cas de l'étant, alors ça c'est une autre chose, c'est ontos, pluriel onta, donc les choses que nous avons sous les yeux. Hein? D'où le discours sur l'être ontologie. Ce qu'il appelle la pré-question, qu'est-ce que l'être, peuvent à peine être formulés en grec. D'abord parce que le grec parlera en tout cas de l'étant et non pas de l'être. Ensuite parce que le véritable être lui-même a, d'après les observations même d'Heidegger, trois racines différentes, la racine fu, la racine ves et la racine s. Laquelle des trois choisira-t-il
pour parler de l'être. Il y aura donc de grandes difficultés dans la formulation même de la question. Donc ce que je dis Jean Val, c'est que pour que Heidegger puisse penser, il faut qu'il pose la bonne question, et il n'a pas les moyens de le faire parce que cet être est dispersé. Donc, vous voyez, cette histoire de l'être, ça correspond aussi parfaitement bien à la pensée du divers, du multiple, de la digenèse, qui est la pensée même de Glissant. Et ce qu'il observe, et il a raison, c'est que en Europe, la question de l'être se réduit à une question de langue. Et je vous cite les entretiens de Bâton Rouge que j'ai réalisés avec lui. Ça, c'est Glissant qui parle. Et on a peu à peu pris l'habitude de le dire, la langue, c'est l'être. Quand on disait en Occident, dis-moi quelle langue tu parles, je te dirai qui tu es, au sens du savoir on entendait, dis-moi quelle langue tu parles, je te dirai en quoi tu participes de l'être. Donc, sous une forme très contractée, très puissante, c'est la critique de la métaphysique qui est là, inscrite en toutes lettres. Je vous donne un exemple, très très simple. C'est quoi l'être français? C'est quoi l'être allemand? C'est quoi l'être italien ou espagnol? C'est l'être qui parle français, allemand, italien ou espagnol. La langue le définit comme appartenant à une nation. D'accord? Donc, il y a eu aussi un penseur, qu'on prend pour un farceur, qui est un type remarquable, et que Glissant lisait et qu'il admirait, qui fait partie des sophistes. Les sophistes, les grands ennemis de Socrate, ceux qui font métier de vendre des manières de parler pour gagner leur vie, et qui, dans la foulée, oublient complètement de penser. Là, comme Glissant n'aime pas Socrate et cette coupure qu'il fait dans l'histoire de la philosophie, on en a parlé hier, il dit, mais attention, les sophistes, il dit ceci, c'est très beau, c'est l'achèvement dans la parole. Alors, Gorgias, un sophiste, de Léontium, je vous donne un exemple de ce qu'il fait. Il écrit par exemple un éloge d'Hélène. Hélène, pour les Grecs, c'est l'adultère qui affiche le camp avec les Troyens, vous voyez. Alors elle est détestée, donc il dit, avec ma rhétorique, je vais vous prouver que Hélène était formidable. Il a aussi écrit un court texte sur l'être. Et bon, là, vous n'avez pas besoin de noter. Et puis, si j'avais à commenter le détail de sa démonstration, ça prendrait 3 semaines. Donc, je résume. Il dit ceci. L'être n'est pas, rien n'existe. Si l'être existe, deuxième proposition, il ne saurait être pensé. S'il peut être pensé, il ne peut cependant pas être communiqué. Donc, comme Édouard Glissant, Gorgias barre la question de l'être. Alors, un commentateur dit, ce qui est refusé, ce n'est pas l'être, parce que les sophistes savent bien, comme nous, qu'il y a des tables, qu'il y a des choses dans le monde. Ce qui est refusé, c'est pas les choses, c'est une philosophie de l'être. Et ça annonce vraiment ce que le geste de Glissant qui va récuser l'être en disant ceci, une formule très très forte. Il n'y a plus que de l'état. Il n'y a plus d'être aujourd'hui. Donc pour lui, la question est dépassée. Donc la filiation avec les penseurs grecs
est troublée ou détruite. Est-ce que vous avez des questions pour le moment? Oui. Justement, je demande juste un petit éclairage. Oui. Quant à la racine sophos, justement, vous m'expliquez ce que ça veut dire? Sophiste? Ou bien, oui, enfin, la racine sophos. Alors, Sophia, c'est la sagesse. Sophia? Oui. Ah oui, d'accord. Si vous vous appelez Sophie, vous devez nécessairement être sage. Sophiste, c'est ceux qui pratiquent la sagesse. En fait, la philosophie des sophistes, c'est un pragmatisme. C'est comment diriger la cité, c'est comment se conduire dans la vie. Ça n'est pas penser à la métaphysique. Hein? Voilà. C'est une philosophie pratique. Et donc, Gorgias dit, mais ça ne sert à rien de penser à l'être. De toute façon, si vous l'avez pensé, vous n'arriverez pas à le communiquer. Donc, il y a un autre aspect de l'être que critique Glissant et que critique Gorgias, c'est que la table, c'est le concret, c'est l'élément, c'est ce qu'on peut toucher. L'être, forcément, même pour la table, quand vous dessinez une table, vous passez à un niveau abstrait. Et là, si vous lisez Glissant, et vous voyez des idées, j'emploie un vocabulaire spécifique, très simple, je ne parle jamais de concept. Jamais, jamais, parce que le concept, c'est la métaphysique, c'est l'abstraction, c'est tout le mouvement socratique et ensuite vers comment penser, sans vraiment regarder autour de soi ce que faisaient les premiers penseurs. Et au lieu de concept, j'utilise notion. Ça correspond beaucoup mieux au discours de Glissant. D'abord, c'est plus souple, ça peut être étendu, il y a un certain flou et un certain vague qui permet de l'ajuster à des situations différentes, donc ça convient beaucoup mieux, et vous verrez qu'il le dit explicitement, par exemple dans les entretiens de Bâton Rouge, il dit heureux Parménide, donc avant Socrate, heureux Parménide qui n'a pas connu le concept. C'est Aristote qui nous a mis dedans. Question. Oui. Oui, pour revenir sur l'être, sur le être, en allemand qui veut dire Bein, ça ne vient pas de Bin, de Oui, 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 oui. C'est là, c'est là. Ici. C'est là. Ça, si vous avez ces quatre racines, donc Sum, Esti, Bu et Basamine, vous avez toutes les formes divergentes de l'être dans toutes les langues indo-européennes. Et c'est un énorme groupe. Le français et effectivement le créole en font partie, bien sûr. Donc si vous dites il n'y a plus que des étangs, vous refusez en fait le questionnement d'à peu près 2000 ans de philosophie. Vous revenez aussi au présocratique. Vous insistez sur la matérialité des choses, la matérialité des mots, mais aussi la beauté du monde et des choses telles qu'elles se présentent dans la poétique d'Édouard Glissant. Pour lui, il y a une poétique des oiseaux, des arbres, des plantes, des roches, des paysages. Lisez ce qu'il a écrit sur le rocher du diamant. Vous verrez comment c'est la démonstration, n'est-ce pas, comment sa pensée fonctionne et comment il arrive à nous faire voir des choses poétiquement et imaginairement que nous n'avions pas vues. Le rocher du diamant qui émerge et qui pourtant souterrainement est relié à la crête du morne, comment s'appelle-t-il ?
Nager. Oui. Et puis avec Pas bouger. Oui, merci. Et puis avec un espace de mer, déjà là vous voyez comment quand on dit la pensée archipélique, on fait beaucoup de blabla là-dessus, et on réfléchit, on conceptualise, on notionnalise même, mais ce sont des choses matérielles qui donnent le surgissement des idées. Et ça, c'est tout le mouvement de la poétique d'Édouard Glissant. Alors, il y a eu deux étapes dans sa réflexion sur l'étang. D'abord, il dit, ça c'est très radical, il n'y a plus que de l'étang, donc je refuse au fond tout ce qui s'est fait après Socrate en philosophie. Et après, dans la philosophie de la relation, son dernier livre, en 2009, je crois, il est revenu sur ses pas, et il est revenu, mais sans s'excuser, n'est-ce pas? Vous connaissez Montaigne, du repentir. Montaigne, un auteur favori d'Édouard Glissant, où dans cet essai, Montaigne dit « Je ne me repens pas, jamais, de ce que j'ai écrit. Je laisse en l'état. » Chez Glissant, c'est la même chose. Donc, il laisse, il n'y a plus que de l'étang, mais il ajoute un correctif, il dit, au fond, à la fin, parce qu'il a cette pensée aussi de fusionnement qui a été inspirée chez lui par Héraclite. Pour finir, on pourrait penser l'être et l'étant réconciliés, et non pas en opposition. Alors, j'ai déjà parlé du mot ontologie. Il nous faut un nouveau mot qui existe, mais quand j'en parle aux philosophes, ils sont bouche bée, ils devraient le savoir quand même. Donc, ontologie. Alors, le philosophe moyen vous dit ontologie, bon, c'est clair ce que ça veut dire, c'est le discours sur l'être. Mais si vous savez le grec, ou même un bout de grec, vous savez très bien que ça, onto, c'est pas l'être, c'est le temps, c'est le discours sur les temps. Bon, autre terme, à peu près synonyme, pas tout à fait, pour la réflexion sur l'être, métaphysique. Selon Aristote, la science de l'être en tant qu'être. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas Aristote qui a donné ce titre, c'est un éditeur. Il y avait une partie du corpus d'Aristote, c'était sur la nature, physis. Puis après, méta, il y avait sur les idées et la philosophie et l'abstrait. Donc il a dit, il y a les livres physiques et puis il y a les livres après la physique, métaphysique. Donc il est vrai que Aristote passe là à un autre registre de discours. Alors, ce qu'il faut faire, c'est déplacer ces deux noms, parce que celui-là, il irait bien ontologie, mais il est chargé, vous comprenez, il est chargé d'histoire, et quand on parle de ça à un philosophe, il dira toujours, c'est la réflexion sur l'être. Ça marcherait bien, donc on passe à une ontique, c'est ce qui définit la pensée d'Édouard Glissant. Donc, vous voyez où mène le raisonnement. En philosophie, il y a plusieurs genèses. Il y a des 10 genèses. Dans la langue, il y a multigenèse. Et ça n'est pas considéré par Socrate et à sa suite par
Heidegger ou par les philosophes de l'être qui réduisent l'être à l'un, alors qu'il relève, et c'est tout à fait évident du point de vue linguistique, il relève du multiple. Et donc, ça donne raison à Édouard Glissant. Donc vous voyez, quand vous lisez Glissant, il faut y mettre du sien. Parce que c'est ce qui m'était arrivé de prime abord. Quand je lisais toutes ces formulations, je les prenais pour des jeux de mots et à la limite des fantasmes personnels, etc. Mais quand on commence à creuser, on s'aperçoit qu'il a fait avec des processus et des procédures et des méthodes qui ne sont pas celles du discours académique, qui ne sont pas celles du discours universitaire et philosophique. Il a repensé vraiment toute la métaphysique occidentale, avec ce mot qu'il aime pour dire quand il pense, je l'ai brusqué. On la secoue, on se met dehors, on la secoue un peu, puis on essaie de voir ce qu'il en sort. Donc, à partir du moment où vous multipliez les genèses de l'être dans la linguistique, vous ne pouvez plus dire que le problème de l'être, comme Heidegger, c'est le problème de l'Occident. Non, c'est le problème de tout un chacun dans n'importe quelle langue. Bon, est-ce que vous avez des questions? Oui. Quand il parle du temps, Oui. est-ce qu'on peut le rapprocher des essentialistes? J'entends mal à cause du Est-ce qu'on peut rapprocher cette notion de l'existentialisme? Oui, très juste, très très juste. N'est-ce pas? Ça, j'ai en fait un peu omis dans mon bouquin. Il y a un rapport de Glissant à ça qui est plus complexe que ce que j'ai dit. C'est-à-dire qu'il y a un refus de l'écrivain engagé. Ça ne veut pas dire que Glissant ne s'est pas engagé politiquement, ça vous le savez très très bien. Mais ça veut dire qu'il ne met jamais sa plume, très rarement sa plume poétique, au service d'une politique ou d'une idéologie. En tout cas, vers la fin, il l'a fait au début, en posant dit, etc. Mais assez vite, il s'est distancé de cela. On lui a reproché, à mon avis, c'était la bonne position. Vous verrez sa justification dans les entretiens de Bâton Rouge, elle est détaillée. Et il dit, j'étais anti-sartrien, et à l'époque, c'était difficile, parce que tout baignait dans ça. Par contre, de Sartre, je pense que, comme vous l'avez dit, qu'il a repris des positions essentielles de l'existentialisme, et qui sont liées à cette question de l'étang. Et aussi le fait que pour ça, par exemple, l'être, c'est quoi? C'est pas du tout cette généalogie européenne. L'être, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on devient. Et ça, ça colle très très bien à Glissant, et je pense que c'est bien là. Soit qu'il n'ait jamais identifié tout à fait clairement. Donc c'est une très bonne question. C'est une omission dans mon livre. Vous comprenez ce qui s'est passé? C'est un livre encore, il a 380 pages, mais c'est comme si j'avais réduit la sauce. Il y a encore un autre livre que j'ai enlevé, parce que ça devenait impubliable. Et puis, en réfléchissant, c'est un livre en devenir, parce que je m'aperçois, par exemple, que j'ai laissé des trous. C'est pas un livre complet, mais bon, il fallait publier. Question? J'avais un ami qui disait, un écrivain, tous les livres sont ratés. Et, ils sont finis quand on décide de les terminer. Voilà. Autre question? Je sais que c'est un peu technique, donc si c'est pas clair, je peux revenir sur le problème. J'ai aussi beaucoup simplifié, n'est-ce pas? Quand vous ouvrez Aristote, ça devient un peu plus compliqué. Voilà. Alors, une autre chose sur laquelle je vais revenir
par la suite que je veux noter tout de suite. Alors, Aristote, penseur systématique, dit il y a deux choses. Il y a l'être, et puis on peut dire il y a les gens, ce qu'il appelle les qualités de l'être. C'est pas faux. Ces philosophes ne sont pas des idiots. Donc, si vous pensez à la table, ça serait le lieu. Il y a une table à l'Université des Antilles. La forme, elle est d'autres couleurs. Hein. Elle est jaune. Le temps, elle est là en 2018, mars 2018. La relation. Elle s'insère dans un ensemble architectural avec lequel elle est en relation. Alors, ce que vous devez comprendre, c'est que chez Aristote, ça, c'est premier. Les qualités sont secondes. Dans un certain sens, il a raison, n'est-ce pas? Le type qui a construit cette table ou fait fabriquer cette table avait d'abord un plan et une machine qu'il avait réglée pour la produire. D'accord? Et donc, c'est juste le plan de la table et les processus abstraits de sa fabrication sont premiers. Alors, je vous demande de retenir pour la suite que ce mot de relation est déjà là chez Aristote. Et là encore, j'anticipe sur ce que je vais dire jeudi. Glissant va tout transformer, il va dire, c'est pas l'être qui est premier, c'est la relation. Et puis, bon, j'en parlerai plus tard. Et il ne faut pas parler de qualité, parce que si vous parlez de qualité, vous êtes déjà dans la métaphysique aristotélicienne. Il faut parler de quantité, c'est-à-dire des choses matérielles, des choses dans le monde. Là, vous avez déjà, pour ceux qui connaissent Glissant, vous avez déjà presque toute la définition de ce qu'est la relation. Je voulais vous le signaler parce que là aussi, il y a des antécédents de cette définition qui sont contestés par la définition. Bon, une dernière remarque. Quand Parménide parle de l'être, il dit, c'est très intéressant quand même, il dit inné. C'est très difficile à traduire. Ça veut dire c'est, sans sujet. Troisième personne du singulier. Est. Le est. S apostrophe. C'est, n'est-ce pas? Donc c'est un verbe décliné. Et c'est comme ça que Parménide pose le problème de l'être. Question. Donc, une autre chose que je voulais noter à propos de la pensée de Glissant, ce que vous devez comprendre, et il a dit lui-même, je ne sais plus où, mais ça existe. Il a dit, il n'est pas question de faire table rase. C'est crucial pour penser. C'est-à-dire que le passé compte aussi bien que le futur, et qu'il n'est pas question de dire, bon, c'est l'Occident, c'est l'Europe, c'est l'impérialisme, etc. Nous rejetons tout, nous faisons la révolution,
et tout sera neuf. Pour Glissant, les choses ne se passent jamais comme ça. Il faut repenser et brusquer le passé pour en extraire le futur, n'est-ce pas? Et puis, il faut appliquer un futur entrevu au passé. C'est ce qu'il appelle la vision prophétique du passé. Donc, le temps pour lui est changement perpétuel, devenir perpétuel, mais s'il y a devenir, il y a toujours des étapes passées, un présent et des choses à venir, n'est-ce pas? Donc, son geste philosophique, qui a été très très mal compris par les philosophes eux-mêmes et aussi par beaucoup de lecteurs de Glissant, c'est pas du tout de faire table rase, n'est-ce pas? C'est pas du tout de dire hurrah, nous sommes dans le post-colonialisme, nous sommes dans la francophonie, Dieu soit béni, il n'y a plus de passé. Au contraire, il se replonge complètement dans le passé de cette philosophie européenne pour dire voilà ce qu'est le chemin en fait qu'elle aurait pu emprunter, n'est-ce pas? Par exemple que Socrate ne soit pas intervenu pour bannir les poètes de la cité et que la philosophie ait continué à penser en termes poétiques, ou comme il le dit, la philosophie est un art. Ou quand il parle du Moyen-Âge, par exemple, il fait cette hypothèse. Oui, mais si ça n'était pas l'Église catholique qui avait triomphé, mais les hérétiques, si le modèle de pensée catholique s'inspirait de Raymond Lull, l'hérétique, n'est-ce pas, qu'est-ce qui serait passé? Ce n'est pas une question oiseuse, n'est-ce pas? Parce que lui va faire le Raymond Lull. Il va faire l'hérétique à plusieurs égards, puisqu'il refuse aussi postmodernisme, postcolonialisme, francophonie. Là, il est en position d'hérétique. C'est pour ça, d'ailleurs, que si vous regardez les études francophones, il y a les francophonistes ou les postcolonialistes, puis là, il y a les glissantiens. Moi, je ne suis pas glissantien. Pour être glissantien, il faut l'instaurer comme maître, n'est-ce pas, et se concevoir comme disciple qui répand la bonne parole. Ce n'est pas du tout l'idée que je me fais de mon travail et la fonction que je m'attribue. Je veux simplement le lire le plus précisément possible. Mais il est clair qu'il y a un clivage dans les études francophones entre la francophonie traditionnelle et les études sur Glissant, parce qu'effectivement, ils ne parlent pas de la même chose. Et qu'il est impossible, je vous l'ai dit, il est inclassable. On ne peut pas le récupérer sous une étiquette. Ça gêne beaucoup, bien sûr. Parce qu'au fond, qu'est-ce que c'est qu'une vision universitaire de la littérature? C'est coller des étiquettes. Il y aura la littérature française, il y aura la littérature allemande, il y aura la littérature francophone, il y aura les écrivains qui sont parisiens, les Vietnamiens, etc. Toutes sortes de divisions à l'infini. Il n'y a pas de raison de s'arrêter, n'est-ce pas? Tandis que Glissant, les gens d'ailleurs pour le décrire sont embarrassés. On n'arrive pas à lui mettre une étiquette. Est-ce que c'est un écrivain français? Non. Est-ce que c'est un écrivain martiniquais? Ça, je vous pose la question. Pour moi, non. Parce que c'est déjà un mixte, n'est-ce pas? Il a un regard double. Dès le départ, il a le regard de la métropole sur la périphérie, d'une façon critique, et puis il a le regard de la périphérie sur la métropole d'une façon critique. Une position très très rare, en fait, parce que pour les gens, je pense, c'est plus facile, c'est plus commode de dire, voilà, il y a deux camps, moi je me mets dans ce camp. Chez Glissant, ça n'arrive jamais. C'est ce qui fait, par exemple, qu'il corrige à la fin quand il dit « il n'y a plus que de l'étang », il dit « ah non, mais là, il est bien possible que dans un futur qui peut arriver, puisque c'est un penseur, c'est un utopiste, n'est-ce pas, un penseur du devenir, l'être et l'étang se réconcilieraient et ne s'opposeraient plus tel que de la manière dont Heidegger l'a posé, et fusionneraient. Question? À quel moment Glissant développe davantage sa pensée de mettre les temps par rapport au discours
Par rapport au discours antillais, alors, c'est une bonne question, juste pour marquer les étapes, n'est-ce pas? Et, alors, oui. Non, en fait, il y a une chronologie précise, bien sûr, c'est une bonne question. Et je veux dire que la réponse est simple, en fait. Ouvrez la poétique de la relation. Voilà. Livre fondateur sur le plan philosophique, et vous voyez des chapitres assez bizarres, ce qu'est. Alors, vous vous dites, à première lecture, c'est ce que je m'étais dit, mais bon, il bavarde, il délire. Puis après, quand je vois le reste de la réflexion sur l'être et les temps, je me dis, oh mon Dieu, ça n'a jamais été fait, et c'est très profond, n'est-ce pas? Alors ça, c'est certainement la première étape. Puis après, éparpillé dans toutes les œuvres, vous aurez un retour sur la question, et puis la clôture ouverte, la fin, ça sera dans la philosophie de la relation. Voilà. Alors, il y a un moment, il a tellement le sens des formules, les temps qui étaient les oripeaux de l'être, n'est-ce pas? La petite décoration par rapport à l'essentiel. Lui, il renverse le problème. Les temps, c'est important. Ça, c'est aussi, tout est lié chez Glissant, parce que je pense que c'est vraiment un philosophe, donc tout est cohérent et tout est systématique. Cette insistance sur les temps, c'est aussi une insistance sur l'essence, la manière de ressentir les choses, les couleurs, la beauté, les matériaux, les choses du monde, n'est-ce pas? En opposition à une prise ontologique, n'est-ce pas, qui définit, au fond, son objet en dehors de l'objet. Et pour lui, il faut penser à partir de l'objet d'une façon matérielle. Je pense qu'on peut dire que c'est un matérialisme poétique, Glissant. Alors, quand on le traite, parce qu'il y a des gens qui l'ont fait, il y a des professeurs très célèbres à Princeton qui disent « Ah oui, mais ça, c'est juste de l'idéalisme fumeux, etc. » Alors moi, dans mon bouquin, j'ai dit « Non, monsieur, vous avez tort, et je vais passer mon livre à prouver que vous avez tort. Ça n'est pas l'idéalisme kantien, ça n'est pas l'idéalisme allemand, ou même l'idéalisme de Hegel, n'est-ce pas? C'est une pensée matérialiste. » Preuve. Donc je vous avais parlé de Jean Val qui avait médité sur les anciens éléments de la théorie de la nature antique. Il y en a 4. C'est l'eau, la terre, le feu et l'air. Puis ils s'opposent, sec, humide, chaud, froid, etc. Je ne vais pas vous faire le schéma au tableau. Et en fait, Bachelard a vu là la source de beaucoup d'imaginaire poétique. Et c'était d'ailleurs, ce n'est pas une théorie scientifique. Elle n'a pas de validité comme explication du monde physique. Mais aurait-elle, dit Bachelard, une validité pour expliquer comment les poètes écrivent? Et c'est les rêveries de l'eau, etc., tous ces très beaux livres qu'il a écrits que Glissant a bien lu. Comment est-ce que ça se manifeste chez Glissant? Eh bien, dans un des premiers poèmes qu'il commente dans Soleil de la conscience, il y a tous les 4 éléments. C'est extraordinaire de le voir parce que, bon, il dit « Je me livre à l'élémentaire ». Et alors, si vous savez qu'il a eu connaissance des éléments, vous pensez à Gaston Bachelard, et vous voyez qu'il y a quelque chose qui travaille là chez Glissant. Mais je ne sais pas si vous connaissez aussi cette extraordinaire anthologie du tout-monde. Comment elle est baptisée? La terre, l'eau, le feu et les vents. Ça, c'est les 4 éléments du cosmos antique. Donc ça revient aussi tout à la fin. Donc vous voyez aussi le parcours.
c'est ce qui m'a frappé quand j'ai commencé à penser sous cet angle, c'était cette unité diverse tellement formidable qui est la marque même d'un grand penseur. Oui. J'ai le souvenir d'avoir discuté avec une écrivaine Oui. qui me disait qu'elle avait, elle n'a pas retrouvé, enfin, elle a du mal à conceptualiser l'être Oui. antillais. Oui. Et parce que, bon, ben, de toute façon, il n'y a pas de penseur avant dans l'espace antillais, puisqu'il n'y a pas, il y a eu quand même ce silence, cette impossibilité d'écrire, qui fait que les Antillais n'ont pas de concept. Voilà. Et donc, est-ce qu'on peut, par exemple, dire que Glissant, lui, essaie de combler ce vide il a dit qu'il n'est pas le bon concept, mais on sera peut-être... ou une notion, ça va. Oui. Voilà, les notions, est-ce qu'il n'essaie pas de donner des clés pour comprendre justement les sociétés composites. Comme ouais. il dit, hein, pour comprendre... Question tellement pertinente, n'est-ce pas? Et regardez ce qu'il dit, bon, deux axes ici, ce qu'il dit de la négritude chez Césaire. Et il le dit précisément dans ses thèses. Si Césaire définit, bon, c'est peut-être plus compliqué que ça et c'est peut-être un peu injuste, mais si on parle de négritude, on a défini un être nègre, par opposition d'ailleurs à un être blanc. Vous voyez déjà qu'on commence à s'engager dans certaines impasses. Deuxième réponse de Glissant, vous rappelez évidemment l'éloge de la créolité. J'en discutais en 1988 à la plage du Diamant avec Chamoiseau, Confiant et Barnabé, n'est-ce pas? Il y avait, Édouard avait organisé un énorme méchoui et tous ses amis étaient là et on parlait de l'éloge de la créolité. C'était très sympa parce qu'en fait maintenant je retrouve des gens en Martinique dont je m'aperçois qu'ils étaient au méchoui, n'est-ce pas, mais que je n'avais pas connu là. Alors, vous savez que Glissant a eu la plus grande réticence à l'égard du travail de ses disciples sur la créolité. Parce qu'encore une fois, ça c'était revenir à une définition de l'être créole. Être, n'est-ce pas l'étant. Et je pense qu'il aurait, il ne l'a jamais dit, mais il aurait certaines réticences à l'enracinement de cet écrivain admirable et très doué qui est Raphaël Confiant. C'est un peu contraire à ce qu'a fait Glissant. Donc, vous voyez comment vous répondre? Vous voyez la solution qui s'esquisse? Ils disent arrêtez d'essayer de définir votre être antillais, votre être créole. C'est pas comme ça. Regardez les étangs que vous êtes, que vous pouvez toucher du doigt d'une façon concrète et mettez-les en relation. Vous voyez aussi toute la cohérence de sa pensée, donc, et aussi la très très grande pertinence de votre question, pour laquelle je n'ai pas du tout de réponse pratique, vous comprenez, je suis tout à fait en dehors, mais où j'ai quand même à dire que Glissant a incité ou a dessiné des pistes très fécondes à explorer, justement en se débarrassant du problème de l'être créole, de l'être nègre, de l'être blanc, bien sûr, parce qu'il sera là, n'est-ce pas, et d'aller vers la créolisation, c'est-à-dire la relation des étangs. Oui. Par conséquent, il ne refuse aucune étiquette. Il ne refuse pas l'étiquette. En fait, la lecture idéologique et politique, il est là. Oui, d'accord, très bien. C'est-à-dire que il y a une politique de la poétique, vous voyez, c'est ça chez Glissant. Parce que ce mouvement premier d'aller vers l'étang et de mettre l'étang en relation avec les autres étangs, c'est aussi quelque chose qui a des conséquences sur la politique, sur les frontières, sur les limites des territoires, etc., etc. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question ici, mais
c'est clair que, en fait, ça a l'air très très abstrait, très difficile et très obscur, mais en fait, si on sait lire, vous y trouvez plein de recettes pour penser, et penser d'une façon pratique. Voilà. Et je pense qu'il est extrêmement salutaire qu'à un certain moment, on se débarrasse de la question de l'être. Parce que dès qu'arrive la question de l'être, je vous ai essayé de le montrer chez Heidegger, arrive la question de la racine. Dès qu'arrive la question de l'identité racine, arrive la question du territoire. Et la question de l'autre qui est dehors du territoire. Et que, comment on va le figurer? Tout ça est à dépasser, selon Glissant. Tout ça est à renverser et à penser d'une façon entièrement différente. D'ailleurs, c'est toujours la méprise. Je me rappelle, j'ai fait 2 séminaires sur Glissant à LSU, et il y avait toujours des personnes qui, quand je parlais de la relation, c'était toujours ce geste, moi et l'autre, vous voyez? Mais chez Glissant, c'est absolument pas ça. Ça, c'est une conception étroite, un peu psychologisante de la relation. C'est entièrement pas ça qu'il entendait, parce qu'il dit, mais moi, je suis déjà composite. Nous est déjà composite, c'est pas aussi clair que ça. Moi, je fais partie d'une communauté et l'autre aussi. C'est nous et nous, ou nous et eux. Donc ça complique la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Oui, ça serait juste pour revenir un petit peu sur ce qui concerne l'ontologie, justement, sur l'être et la réflexion métaphysique, c'est ça, un peu, cette partie-là? Oui. Qui n'est pas très claire, l'ontologie pour moi. L'ontologie. Alors, excusez-moi, à mon âge, je suis à moitié sourd, donc parlez plus fort. Oui, ce sera à propos de l'ontologie sur l'être, cette partie-là que je voudrais que vous puissiez revenir sur l'ontologie. Alors, sur quel plan? Sur ce qui concerne la réflexion concernant les temps. Ah, oui, d'accord. J'ai été peut-être un peu trop rapide, là. Ontologie, c'est un mot que, bon, à peu près tout le monde connaît et qui est pris comme à peu près un synonyme, pas tout à fait la même chose, de métaphysique. C'est-à-dire le discours sur l'être ou, comme dit Aristote de la métaphysique, la science de l'être en tant qu'être. D'accord ? Le problème de la chose, de cette étiquette, c'est que ça irait très très bien à la pensée de Glissant, parce que dans ontologie, vous avez ontos, qui veut dire en grec étant. Et son discours, c'est un discours sur l'étang et de l'étang. Seulement, le mot, comme vous le voyez, il est beaucoup trop marqué par une tradition qui dit « Ah, on va parler ça veut dire qu'on va parler de l'être ». Donc, je remplace ontologie pour décrire très schématiquement toute la pensée de Glissant par le mot ontique, c'est-à-dire même racine sans la logie, mais le discours sur l'étang directement, ou de l'étang, parce que, comme je vous l'ai dit, les choses parlent. Est-ce que c'est une bonne réponse ou... Oui, là c'est plus clair? Bon. Il n'y a pas de problème. Ok. Autre question? Oui, oui. Mais je prends par exemple dans les études universitaires, en tout cas en contexte antillais, je fais caribéen, on a par exemple les études francophones, postcoloniaux. Je suis désolée, mais je crois que Glissant fait la synthèse parce que c'est vrai qu'il ne s'inscrit pas en refuse. Rejette catégoriquement la francophonie, mais à part les postcoloniaux, on en dit plutôt leur identité, etc., je ne vois pas trop les
à part glissant, je ne vois pas trop d'auteurs, d'écrivains en tout cas, qui touchent du doigt les réalités des sociétés caribéennes, je crois qu'il y a très limité, et qui permet justement de rejeter, pas rejeter, mais en tout cas de faire le lien entre les deux, à la fois rejeter l'hégémonie, le rapport hégémonique entre la francophonie voulue par dans le cadre de la francophonie. Oui. Et puis, il l'a dit. Les discours anti-coloniaux. Oui. Voilà. Donc, je pense que je peux me permettre de dire, je suis plutôt glissantienne dans le sens où je ne vois pas comment poser les cadres des problématiques. Il y a beaucoup de problématiques en littérature de la Caraïbe qu'on ne peut pas que l'on voudrait surtout éclairer à partir quand même de certaines étiquettes, de certaines notions. Et là, on est quand même obligé de faire se dire, bon, ben, on reste dans le cadre de l'approche vicentienne d'une problématique. Quand on ne peut pas ne pas sortir des étiquettes quand même. Alors, il me semble que vous avez à moitié répondu à votre question en la posant, n'est-ce pas? Je vous avais dit, je pense, hier, que glissant, c'est le refus des étiquettes, c'est aussi le refus des déterminations arrêtées, n'est-ce pas? Ouais. Et quand vous dites, effectivement, il n'est pas seulement un mélange, un petit peu, une pincée de colonialisme, postcolonialisme, et une pincée de francophonie, c'est pas du tout ça, glissant, et puis on touille, et puis ça fait une merveilleuse thèse. Non, c'est vraiment, moi je pense qu'il est ailleurs, n'est-ce pas? Et qu'il faut le prendre au sérieux en tant que venant de l'ailleurs. Il y a une métaphore ou une notion très importante chez lui où il dit, bon, la pensée de l'autre, d'accord, on ressasse. D'ailleurs, c'est vrai, ça se répète à l'infini, mais il pose l'autre de la pensée. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose en dehors de la pensée où il n'y a plus de catégorie. N'est-ce pas? Je vois votre dilemme, et c'est un peu... Au fond, mais ça, c'est des questions que la francophonie et le postcolonialisme devraient se poser, n'est-ce pas? Mais elles ne peuvent pas se les poser à l'intérieur d'elles-mêmes. Il faut, comme Glissant est sorti de la philosophie, pour répondre à l'attente de Glissant ou à ce qu'il veut susciter, il faut sortir de ces étiquettes. Ça rend tout à coup votre position difficile, parce que tout à coup, quand vous devez avoir un poste, les postes sont définis par des étiquettes aussi. Donc une université à la Glissant, il l'a fait d'ailleurs avec l'Institut martiniquais d'études, c'est quelque chose de tout à fait différent, où les disciplines sont turquoises, où les littératures ne sont pas étanches et définies par des frontières, où les lettres et les identités sont subsumées dans les temps, n'est-ce pas? Donc un formidable dérangement, et il dérange d'ailleurs, n'est-ce pas, les gens qui veulent classer. Mais je pense que, en tout cas pour moi, ce qui m'a apporté précisément dans l'écriture de ces livres, c'est une liberté incroyable. Je crois que Mantia Diawara a fait une interview, il a dit « Fanon m'a appris à penser, Édouard Glissant m'a rendu libre ». Très bel hommage, parce qu'au fond, il y a peu de gens libres, n'est-ce pas? Ça, on le sait, nous ne sommes pas libres, mais je pense que Glissant, c'est le don d'une liberté sans limite, n'est-ce pas? Ça fait peur, c'est effrayant, parce que vous vous dites, que faire devant ce champ qui s'ouvre, qui est infini, n'est-ce pas? Oui. En tant que caribéen, faisant partie de l'archipel caribéen, je pense que nous héritons des natifs qui ont habité cette région avant nous, un esprit totalement libre. C'est-à-dire eux, ils ont vécu avant en allant dire en libre. C'est-à-dire c'est pour leur liberté. Et que nous héritons ça de manière inconsciente peut-être, mais je pense que c'est très vivant en nous. Je ne sais pas si c'est globalisé ou bien si c'est généralisé, mais en tous les cas,
pour le cercle de gens que je fréquente depuis mon jeune âge, on a un esprit plutôt libre ici, même si nous habitons l'île avec son bagage d'insularité, quoi. Ouais. Mais cette liberté de lignée nous permet d'aller ailleurs, même en restant ici, ou d'être ouvert sur l'extérieur, quoi. Voilà. On a envie de savoir, même si on reste là, ce qui se passe ailleurs. Je pense que c'est en nous, ceux qui sont lucides sont conscients de ça, mais ceux qui ne le sont pas encore ne le savent pas peut-être, mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, quoi. Ils ne l'utilisent pas, c'est mon point de vue, quoi. Ouais. Vous parlez ici en termes très très glissantiens, parce que c'était effectivement exactement son projet, n'est-ce pas? Donc, quand j'ai dessiné l'idée de l'échange entre Louisiana State University et l'Université des Antilles, tout mon projet était basé sur ce que Glissant avait dit sur l'espace des plantations, n'est-ce pas? Où il dit le sud de l'Amérique du Nord et la Caraïbe, c'est un espace commun. Il y a beaucoup, ces communalités, vous pouvez les explorer dans tous les domaines, le climat, l'agriculture, l'héritage de l'esclavage, les habitudes culturelles. Je me rappelle Glissant, il ne voulait pas quitter Bâton Rouge parce qu'il disait « Mais la cuisine, elle est la même que chez moi, n'est-ce pas ?» Il adorait la cuisine louisianaise, parce que c'était pour lui la même. Donc, ce qui frappe, c'est que quand il disait ça aux Louisianais, ils étaient tout étonnés, n'est-ce pas? Parce que la Louisiane commune, elle est provinciale. Comme la Martinique commune, elle est tout à fait ilienne, n'est-ce pas? C'est qu'on ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Glissant ouvre les portes et dit, mais attention, vous avez des relations. Donc, mon projet, même si c'est de la recherche scientifique, c'est surtout quelque chose qui est inspiré par la créolisation de Glissant. Mais ce que vous avez dit, c'est ce qu'il dirait. Oui. Je vais à nouveau rebondir sur cette notion de liberté, parce que dans le livre qui est récent, d'ailleurs, de Georges Mauvois, fils, Georges Bernard Mauvois, c'est la fille de Georges Mauvois, c'est un historien, mais il les a quittés et son équipe de chercheurs a continué le travail et ils ont sorti au début du mois de février son livre Les marrons de la mer. Alors, ça nous prouve encore par nos ancêtres esclaves qu'ils ont toujours souhaité être libres de toutes parts. Ils ont été dans leur esprit, soit en retournant prendre de l'énergie spirituelle en Afrique pour pouvoir s'évader sur les îles voisines, notamment Saint-Lucie et Dominique, c'est prouvé. Et même ceux qui étaient déjà évadés revenaient chercher leurs parents en mère ou fils. Voilà. Alors la liberté, non seulement ils l'ont pris, mais ils ont voulu le partager avec les autres qui étaient restés captifs. Oui, cette aspiration à la liberté elle est fondamentale chez Édouard Glissant. C'est un des rares esprits vraiment libres que j'ai rencontrés. Et à l'égard de toute chose, n'est-ce pas? Mais surtout dans la pensée, une liberté extraordinaire, qui donne des fulgurances éclairantes et qui nous trace des voies pour le futur. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai un petit moment là, on pourrait passer à un autre problème. Qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais parler des universaux. Donc un chapitre de mon livre reprend ce qu'il avait dit dans les entretiens de Bâton Rouge. L'universel n'a pas de langue. Oui, c'est bien ça. Alors, l'universel n'a pas de langue, ça veut dire, ça retourne sur le problème
de l'être et de la langue, n'est-ce pas? Ça veut dire que nulle langue ne porte l'universel. Alors que la plupart du temps, elle le pense, ou ceux qui la pratiquent le pensent, n'est-ce pas? Et ça s'applique à tout, ça s'applique pas seulement au français ou à l'anglais, mais ça s'applique aux tribus indiennes, n'est-ce pas? Quand certaines tribus indiennes se nomment dans leur langue les hommes, c'est-à-dire, ils sont les hommes, tous les autres, qu'est-ce que c'est? C'est pas des hommes, n'est-ce pas? Mais l'universel, c'est eux qui le portent. Bon. Alors, il faut faire un détour ici par ce qui s'appelle, excusez-moi encore d'être un peu trop technique, si c'est pas clair, je me répète, je développe, par les coupures épistémologiques. Okay. Qu'est-ce que c'est une coupure épistémologique? C'est un changement dans la pensée où tout ce qui était avant change et se transforme en autre chose. Alors ça peut apparaître dans des champs tout à fait divers. En religion, par exemple, vous avez la coupure entre le paganisme et la religion juive, c'est le monothéisme. Entre le monothéisme et la religion chrétienne, c'est l'incarnation. Okay. Entre la conception du monde telle que les anciens l'avaient et telle que nous maintenant la connaissons, c'est la science moderne, celle que Galilée a inventée. Et ce que vous voyez quand vous examinez cette notion, c'est que pratiquement aucune notion des Grecs ne peut être reprise dans le vocabulaire de Galilée. Tout a changé, n'est-ce pas? Même si c'est le même mot, ce sont des homonymes. Par exemple, le mouvement pour Aristote, c'est quand vous poussez quelque chose, c'est démontré empiriquement, n'est-ce pas? Quand vous poussez quelque chose et vous arrêtez la poussée, voilà le mouvement, il faut une poussée. Pour le mouvement chez Galilée, c'est la chute des corps, n'est-ce pas? C'est le même mot, mais un concept totalement différent. L'orbe chez Kepler et l'orbe chez Ptolémée d'Abdère, l'orbe chez Ptolémée, chez les anciens, les Grecs, ils pensaient tous comme ça, c'est un cercle qui dénote une perfection, qui est matérielle. Les étoiles sont accrochées à des sphères de cristal qui tournent autour de la Terre. C'est beau comme idée d'ailleurs. C'est poétique. Pour Kepler, l'orbe, c'est une ellipse qui n'est définie, qui n'est pas matérielle, qui n'est définie que par sa formule mathématique, n'est-ce pas? Où le corps astral parcourt un chemin qui est déterminé par un calcul, n'est-ce pas? Complètement différent. Alors, il y a des gens, je vais vous mettre les noms au tableau, qui pensent qu'il y a des coupures épistémologiques majeures. C'est-à-dire que tout ce qui est pensé est affecté par la coupure, et vous avez parmi eux des gens comme Alexandre Poiré, Alexandre Kojève, Thomas Kuhn, alors eux ils s'intéressent surtout à la science moderne. Ils disent mais cette coupure elle est radicale. Effectivement, quand on est dans la science, on ne peut plus utiliser les théories de l'atome grec. Ce n'est pas la même chose. On ne peut plus utiliser les 4 éléments que fait revenir Glissant à la suite de Bachelard, n'est-ce pas? Mais vous voyez aussi où il les fait revenir. Il les fait évidemment pas revenir dans le champ de la science. Ça serait une absurdité régressive. Il les fait revenir dans l'imaginaire poétique. Voilà. Alors, on peut réfléchir à ces coupures. Je prends l'exemple de la science parce que ce sera le plus pratique.
Et ces trois penseurs, ils disent, c'est universel. La question se pose alors, mais est-ce que la science est vraiment universelle? Et si vous regardez les choses de près, je pense que la réponse est négative. La science, en tant que science, n'est-ce pas, ne s'occupe en aucun cas du sujet humain. Ce n'est pas son problème. Je vous donne un exemple un peu simplet. Une fois que Einstein a formulé l'équation de la relativité, E égale mc au carré, que Einstein est une maîtresse, qu'il ait une moustache, une barbe, qu'il tire la langue sur des photos, etc., qu'il ait des cheveux un peu embroussaillés, ça n'a aucune pertinence pour la formule, vous comprenez. L'être humain Einstein, il a disparu dès lors que la formule est écrite et peut être vérifiée par d'autres. Donc, comme Lacan disait, la science abolit le sujet. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? La science n'est pas un universel. La science ne prend pas le tout en compte. Ce n'est pas son boulot, d'ailleurs. Elle n'a pas cette prétention du tout, du tout. Quand elle l'a, c'est du scientisme. Ce n'est pas de la science. Donc, la science laisse de côté l'humain, elle laisse de côté l'éthique qui n'est pas pertinente pour son fonctionnement. Vous voyez, le problème qu'on a aujourd'hui, il est très, très clair, c'est que la science elle-même ne nous donne aucun moyen de résoudre les problèmes moraux que son expansion pose. Ça doit venir de son dehors, ces réponses. Et il y a du travail à faire. Alors, il y a un penseur, il y avait peu d'affinité, je pense, il ne le cite pratiquement jamais, entre Glissant et Michel Foucault, mais je pense qu'ils peuvent être rapprochés sur le plan des notions. Michel Foucault dit, et ça on peut le montrer dans l'histoire de l'humanité, la coupure monothéiste, elle est spécifique au territoire judéo-chrétien. De même, la coupure de l'incarnation, c'est-à-dire des conceptions de la divinité qui changent radicalement, elles ne sont pas universelles. Elles ne sont pas universelles. Elles s'appliquent à un endroit inextricable et à un temps inextricable. Donc, elles ne débordent pas de ce cadre, même si elles le prétendent le faire. Alors, Foucault voit ça et dit non, il n'y a pas de coupure majeure, il n'y a pas de coupure épistémologique majeure, il n'y a que des coupures spécifiques. Donc, c'est même plus majeur-mineur, il n'y a plus que des coupures spécifiques à un champ précis, un particulier. Vous le savez, histoire de l'emprisonnement, histoire de la folie, c'est chaque fois des champs distincts. Histoire de la sexualité, n'est-ce pas? Ce sont des champs distincts et non synchrones. Tandis que pour les gens qui tiennent la coupure majeure, il y a une synchronie, n'est-ce pas? Après la coupure, tout change. Alors, je vous l'ai dit, la coupure chez Glissant, il ne tient pas compte de ces problèmes, mais il y a une affinité avec Foucault. La grande coupure, je vous l'ai dit et répété, c'est entre les présocratiques et Socrate, entre la pensée qui est à la fois philosophie et poésie, et qui réfléchit aux choses du monde, c'est les présocratiques et les sophistes, et la pensée qui se retourne sur elle-même et essaye d'extraire les bonnes méthodes pour penser. C'est évidemment pas infécond, ça serait idiot de le prétendre, mais c'est effectivement une coupure. Vous voyez d'ailleurs, vous ouvrez Socrate dans tous les dialogues que Platon a écrits, consacrés aux sophistes et aux présocratiques. Il les accable de son ironie socratique et démontre qu'elle détruit leur système de pensée. Et après lui, il y aura des post-sophistes, mais il n'y en aura plus beaucoup.
Alors, remarquez que Hegel, on peut le ranger aussi dans ces penseurs qui pensent que la philosophie, cette fois-ci par la science, a achevé l'universalité, puisque le couronnement de son système, il l'appelle le savoir absolu. Donc, absolu, c'est-à-dire universel. Alors, ce à quoi Glissant est attentif, c'est des coupures qu'il appelle des bonds, des ruptures, des soudainetés, et qui sont toujours liées à une poétique, à l'apparition d'une écriture, à l'apparition d'une culture, par exemple une culture créole ou créolisante, et à un imaginaire poétique, n'est-ce pas? Et il n'avait pas de mots, en fait, pour désigner ce qu'il avait fait, pour désigner sa propre coupure, n'est-ce pas? Parce que je pense qu'il y a vraiment quelque chose de neuf qui est annoncé dans le domaine de la pensée chez Glissant. Et pour finir, il a trouvé un vieux mot qui avait un équivalent anglais. C'est poetry en anglais, ça veut dire poésie. Et il a décalqué poétrie et il a dit ce que je fais, c'est une poétrie. Qu'est-ce que c'est que la poétrie? Eh bien, précisément, c'est la mixion de tous les genres. C'est la pensée qui se faufile et qui illumine la poésie, le théâtre, les romans, entre guillemets, les essais, n'est-ce pas? Les poèmes. Donc, l'universel, dit Glissant, est un leurre. Il y en a un seul, je vous le cite, c'est dans l'imaginaire des langues, page 91. Ce que je considère comme un universel est la quantité réalisée des différences. Bon, je n'ai pas besoin de vous le dire si vous avez un peu lu Glissant, ça c'est la définition de la relation sur laquelle je reviendrai jeudi. C'est le seul universel, c'est la relation. Le reste, comme pour Michel Foucault, c'est toujours localisé. Et à l'encontre de Michel Foucault, c'est très très souvent lié à l'apparition d'une poétique, à l'apparition d'un dire. Alors, je veux là encore vous faire une petite excursion d'érudition, parce qu'il y a des choses quand même très très intéressantes qui se passent en Europe sur la notion d'universel. Parce que vous avez en fait deux pensées de l'universel et deux mots pour l'universel dans la racine gréco-latine. Les Grecs disent pour universel katholou. Vous connaissez ce mot puisque il a donné autre chose. Ça, si on traduit littéralement, ça veut dire du point de vue du tout, n'est-ce pas? Donc, universel. Donc il y a un point de vue et un point de vue qui englobe la totalité. En latin, c'est d'ailleurs très intéressant pour ça, parce que vous voyez, l'universel est un leurre. Si il est, et n'a pas de langue, s'il est traduit dans une autre langue d'une façon complètement différente et qu'on regarde l'étymologie, qu'on s'aperçoit que c'est tout à fait contradictoire, on peut donner de suite raison à Édouard Glissant. Comme on dit en latin universel, ça vous est connu, universalis, et puis les universaux, universalitas, et ça c'est un mot que
des théologiens catholiques ont créé. Universaliste, si vous regardez, vous comparez à Cthulhu, c'est exactement le contraire. Vous avez un en direction de quelque chose qui l'englobe. Donc, si vous voulez, pour la langue latine, c'est exactement le chemin inverse de celui des Grecs qui vous disait on prend le tout et on regarde le particulier. Là, le particulier est au commencement et il va vers le plus grand, vers l'universel. Et puis, vous savez que quand l'Église se baptise catholique, ça veut dire qu'elle se baptise comme universelle. Dans un sens, dans leur univers, ils avaient plus ou moins raison. La chrétienté a couvert l'ensemble du monde qu'ils connaissaient, de l'Europe, de l'Afrique du Nord, etc. Et puis, c'est devenu assez catastrophique au moment où cette religion est devenue la religion de l'Empire romain, où, disons, le politique et le religieux, alors, se fondent pour dire « nous sommes universaux » ou « universels ». Donc, je répète la remarque que j'ai faite auparavant, pour Glissant. La langue, une langue particulière, n'est pas porteuse de l'universel. Et je vous répète, dis-moi quelle langue tu parles, je te dirai comment tu participes de l'être. Ça n'est pas une question déterminante et valide. Et vous comprenez tout à coup pourquoi il dit, c'est toujours cité, mais encore faut-il le comprendre. Avec les sens que je vois souvent, c'est une espèce de... c'est des perroquets. Les gens qui sifflent comme ça, parce que ça fait bien, mais si on leur demande qu'est-ce qu'il a voulu dire, tout à coup on tombe dans un silence embarrassé. Alors quand il dit j'écris en présence de toutes les langues du monde, voilà, eh bien ça veut dire que il a aussi une notion universelle, elle est beaucoup plus englobante. Ça veut dire que toutes les langues sont là. Ça ne veut pas dire évidemment je connais toutes les langues du monde, mais ma langue et mon langage de poète, il est co-présent avec tout le reste du monde entier. Voilà. Donc, il est un exemple particulier, ou elle est un exemple particulier d'un ensemble qui est plus grand. Elle ne peut pas prétendre à représenter tout l'ensemble. C'est, si vous voulez, l'accumulation, la relation, l'addition de toutes les langues qui va déboucher sur le tout-monde, dont on parlera demain. Alors, l'universel a été souvent enraciné ou pensé être enraciné en Occident, mais vous pouvez aller partout ailleurs. Tout peuple pense qu'il représente l'humanité par excellence, pas seulement l'Occident. Et il dit, je pense dans les entretiens de Bâton Rouge, Édouard Glissant, il faut dialoguer avec l'Occident. Je dirais plutôt l'Europe, n'est-ce pas? Mais, et il remarque ceci, c'est singulièrement profond, l'Occident qui est par ailleurs contradictoire avec lui-même. C'est-à-dire que l'Occident n'est jamais un monolithe, il est toujours traversé par une dialectique d'opposition, il y a toujours des points de vue différents, même si des voix majoritaires prétendent qu'elles sont les seules à représenter l'Occident. Donc, vous voyez que la position de Glissant, ça n'est absolument pas de rejeter l'Europe ou l'Occident, mais c'est de dialoguer, et non pas de dialoguer comme moi, petit autre, avec le grand jeu, mais d'égal à égal. Il y a une certaine arrogance, mais il y a une certaine beauté dans cette position. Et pour terminer,
Je voulais simplement vous montrer comment on peut traduire cette absence de monolithe dans l'histoire même de l'Europe. Si vous voulez, l'Europe, elle a deux racines qui sont contradictoires avec elles-mêmes. C'est une schizophrénie qui s'oppose. Une première racine gréco-romaine, une deuxième racine chrétienne, qui sont radicalement antagonistes, qui sont radicalement que le point de vue chrétien cherche à effacer son autre qui est l'héritage de la culture classique. Hein. Donc, d'un côté, des dieux sans corps, c'est la mythologie grecque, de l'autre côté, un dieu avec un corps réel. Alors, il y a déjà la coupure. On ne peut pas faire l'équivalence entre polythéisme et monothéisme interne. Ensuite, je fais un TGV dans l'histoire. On arrive à la science moderne. Qui, elle, nous sépare définitivement, sur son plan, de l'héritage de la physis grecque ou romaine. Donc, vous voyez une chose, pour montrer que l'Europe n'est pas un monolithe. Vous voyez qu'il est coupé, que l'héritage s'interrompt, qu'il est controversé, qu'il y a des luttes entre les deux héritages. Vous vous rappelez les chrétiens dans les arènes romaines, ensuite les chrétiens qui poursuivent les hérétiques, ensuite le procès de Galilée, etc., etc. Donc il y a toujours une espèce de dialectique et de lutte qui se passe dans la constitution même de l'entité Europe. Alors, ce qu'on peut dire, si on considère les choses d'un point de vue historique, et ça c'est très important, quand on dit civilisation européenne, qu'est-ce qu'on va prendre comme modèle? Alors, ceux qui disent la civilisation européenne, ils pensent ceci, c'est qu'il y a continuité entre les Grecs et nous. Hein? C'est Heidegger. Je vous l'ai cité au début. C'est Heidegger. Il n'y a que deux langues de la philosophie. C'est celle des présocratiques et c'est la mienne de l'allemand. Et il y a héritage continu. D'ailleurs, il ne s'embarrasse pas de développer des états intermédiaires. Il va tout de suite aux sources. C'est assez beau d'ailleurs, il dialogue vraiment avec ses anciens penseurs, mais il pense qu'il est en continuité avec eux. Si on regarde les choses dans un angle différent, on s'aperçoit que cette continuité, en fait, n'est qu'une illusion consolante. Parce qu'elle a été rompue à plusieurs reprises. Elle a été coupée par le christianisme, ensuite la relation grecque coupée par la religion chrétienne, et ensuite coupée par la science moderne dans des champs différents. Donc, quand vous commencez à vouloir étudier les Grecs, il faut faire un travail d'archéologie, de remise en contexte énorme pour commencer à même comprendre ce qu'ils voulaient dire. Voilà. Comment? Il faut être l'ethnologue de soi-même. Et aussi archéologue de soi-même. Ça peut s'appliquer aussi. Ça fait découvrir des choses. Donc, la continuité
avec les Grecs et les rompus, et c'est quand même la base de la civilisation, de la notion de civilisation occidentale, et c'est un fantasme. Donc, pour terminer, il y aura, si vous voulez poser des questions, allez-y. C'est très important de saisir que chez Glissant, il n'y a pas rejet de l'Occident, mais dialogue critique. C'est infiniment plus fécond. Et en fait, il le dit lui-même, pas de table rase, tout à coup, ça assied le concept, n'est-ce pas? C'est plus le Grund Heidegger, mais c'est un véritable dialogue avec l'héritage culturel de l'Europe, et une contradiction aussi, mais si vous faites de la dialectique dans la contradiction, vous avez posé déjà une thèse, et ça rend les choses d'une épaisseur, d'une profondeur et d'une solidité qui sont tout à fait admirables. Donc, je termine là-dessus pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui. En fait, c'est juste moi un capteur, en fait. Alors, justement, on avait commencé justement sur la question de l'universel, justement. En fait, je relève quelques citations. Alors, déjà, ça sort du chapitre 6. L'universel n'a pas de langue, ouais. Déjà. Et après, je relève comme citation la question du tout est inexplicablement liée à celle de l'un et l'universel des Héraclites. Et après, finalement, eh bien, on termine. En fait, ça pose à la question de la Pentecôte. Et finalement, eh bien, et j'ai fini par placer une autre citation, et la suivante. Selon Glissant, la traduction est organiquement liée à la notion d'universel. Si un concept est universel, il doit pouvoir être traduisible en toutes les langues. Dans l'exemple de quoi finalement, en fait, mais finalement, ça fait bien un beau sujet de thèse. Oui, vous êtes sympa. J'aime bien vous apporter un peu de bruit. Bon, alors, parce qu'il y a beaucoup d'aspects dans votre question. Il est vrai que la question de la traduction, elle est fondamentale. Tout concept scientifique peut être traduit dans n'importe quelle langue, parce que vous avez la base de ce langage qui est mathématique, qui est universel, mais pour la science. Dans les affaires humaines, ça devient beaucoup plus compliqué. Parce que je viens de vous le montrer avec toutes ces étymologies, dans le verbal, etc. Il y a une multiplicité, il y a des contradictions, il y a des lieux dialectiques qui ouvrent justement le champ des décisions éthiques. Et on est dans un champ différent. Je suis en train de lancer un projet de traduction de tous les essais de Glissant en anglais. Personne n'y a pensé avant, je ne comprends pas pourquoi. C'est absolument indispensable pour que les anglophones aient une saisie correcte de la pensée de Glissant. Pour le moment, les traductions ne sont pas très bonnes, c'est très partiel, donc c'est un projet absolument nécessaire. Mais c'est quand même très très difficile à traduire. Je vais vous donner un exemple très simple qui est pertinent pour la discussion d'aujourd'hui. C'est comment est-ce qu'on va traduire cette alternance être étant en anglais. Vous voyez qu'on pouvait le faire très très facilement, soit du latin, soit du grec. Et que pour nous, en français, c'est tout à fait naturel, un verbe ou un verbe substantivé, être, et puis un participe présent. Qui devient un adjectif verbal. Oui, qui devient aussi substantif. Comment est-ce que vous dites l'être en termes philosophiques en anglais? Being. Parce que vous ne pouvez pas dire, ça n'a aucun sens pour eux de dire the to be. C'est horrible. Et puis, ça ne fait pas sens. Ils vont dire encore, voilà, the French philosophy. Hein? Donc, il faut garder dire qui est en fait un tas de étang. C'est un étang.
c'est le cas de le dire. Alors, comment on va traduire étant, puisque being est déjà là, bien, on va mettre une petite lettre et un S, beings. Et là, je pense que ça marche. Et il faut expliquer. C'est pas traductible d'une langue à l'autre. Alors, l'universel n'a pas tant. Oui, c'est juste. Vous pouvez pas ça. Tout à fait concrètement. Oui. Est-ce que la rencontre d'Edouard Glissant avec St. John Perse et Faulkner? Oui. Est-ce qu'il en parle aussi? Oui, oui. Oh, ça c'est aussi une chose très, très intéressante. Si vous regardez l'intention poétique, où ils sont déjà les deux là, il y a toute une distance critique, en particulier chez Faulkner, où il dit, bon, en gros, c'est quand même local et pas ouvert au monde. Et avec Faulkner Mississippi, ça change complètement, sans excuse. Il ne va pas dire, ah oui, je me suis trompé dans l'intention politique. Il ne va jamais dire ça. Pas de repentir, comme pour montrer. Et tout à coup, Faulkner, comme il appartient à l'espace de la plantation, comme il a médité d'une façon épique, ça c'est encore une autre chose, c'est des gens chez Glissant, et l'épique est très important, d'une façon épique, ce qui est la matière même pour Glissant de l'épopée, c'est-à-dire la défaite. Et c'est la défaite du succès. Et comme il a médité ce destin lié à l'espace d'une plantation, il devient un homme de la créolisation. C'est étrange, mais il y tenait beaucoup à cette idée, à tel point qu'il est allé. Nous avons malheureusement un système d'université qui garde des traces de ségrégation, puisqu'il y a une université majoritairement noire à bâton rouge et une université majoritairement blanche dans la même ville. Et il est allé faire des conférences à Southern, qui est l'université noire, aux étudiants noirs, et il leur a demandé quel est le plus grand écrivain américain. Ils ont dit, Gino O'Neill, je ne sais pas quoi. Et il a dit, non, c'est Faulkner. Tous les gosses disent, ah, mais il est raciste. Alors là, Glissant a pu faire passer quelque chose en disant, mais non, faites attention, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il dit des choses essentielles, et en dehors du problème de la race, etc. Et d'ailleurs, si vous regardez Faulkner Mississippi, c'est dédicacé aux étudiants de Southern. Il est parti fâché de l'issue, donc il a dit, l'issue n'aura rien. Il m'a laissé derrière, mais il y avait donc quelque chose qui allait surgir. Et puis, donc, pour St. John Perse, il se passe un peu la même chose, n'est-ce pas? D'abord placé, disons, comme un béquet, n'est-ce pas? Et puis tout à coup, relecture, et il dit, mais non, c'est un déparleur, il entre dans la créolisation, c'est d'ailleurs une approche beaucoup plus juste de St. John Perse, qui propose, beaucoup plus intéressante à la fin. Et il devient, il entre dans le panthéon qui est au fond défini par l'anthologie du tout monde.